Aujourd'hui, on reçoit Manoa, un aventurier du vélo qui a réalisé un défi hors du commun, partir d'Alsace jusqu'au Cap Nord. Alors bonjour Manoa, écoute, merci de participer à ce premier Will Meet Talk. Salut Grégoire, merci pour l'invitation. Ouais. Commençons sans plus tarder. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement ? Ok. Bah écoute, moi c'est Manoa, du coup je suis originaire d'Alsace, de Strasbourg plus précisément. Et dans la vie, donc je suis réalisateur vidéo, mais je fais pas mal aussi de trip à vélo. Et donc il y a 2 ans, en 2023, le 15 juillet pour être précis, je suis parti du coup pour rejoindre le Cap Nord à vélo. Donc j'ai traversé l'Allemagne, le Danemark et puis toute la côte ouest de la Norvège. Alors excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce défi un peu fou, enfin un rêve, une inspiration? Bah en fait, je pense que j'ai trop regardé Vikings sur Netflix, tu vois. Et donc du coup, ça m'a donné envie d'aller découvrir les pays scandinaves. Non, plus sérieusement, j'ai commencé à faire pas mal de randonnées à partir de 2019, donc des treks avec des amis. Et j'ai beaucoup aimé voilà, le fait de marcher chaque jour et de dormir à un point différent. Et quand j'ai commencé le vélo, du coup, 2 ans plus tard, pourquoi pas transposer ça au vélo? Bah c'est ça, voilà, je me suis dit, en vrai, du coup le vélo a pris pas mal de place et je me suis dit pourquoi pas faire pareil en vélo tout simplement. Surtout qu'en plus avec le vélo on a la chance de pouvoir faire des distances qui sont beaucoup plus importantes. Donc du coup on peut rallier des points qui sont plus éloignés en moins de temps. Et donc du coup j'ai commencé comme ça, quelques aventures d'abord avec des amis. Puis après une première aventure en solo sur 5 jours. Et puis comme ça de fil en aiguille, l'été 2023 j'avais pas de projet de trek ou quoi. Je me suis dit en vrai la Norvège ça m'a toujours attiré, c'est un pays je trouve qu'il y a vraiment une aura sauvage, viking. Tu vois, moi quand tu me dis Norvège, c'est viking. Et j'ai fait le parallèle, la petite blague au début parce que ouais c'est vraiment un pays, je trouve qu'il y a une aura de fou et je me suis dit il faut absolument que j'aille le visiter quoi. J'avais rien de prévu donc je me suis dit pourquoi pas se lancer comme ça pour aller au Cap Nord quoi. Putain mais génial. Et alors du coup je me pose la question, une telle aventure, t'as dû réfléchir à l'itinéraire, comment t'alimenter, etc. Donc est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment tu t'es préparé à ce projet d'un point de vue déjà du matériel, de l'itinéraire et puis de l'entraînement aussi. Est-ce que tu as suivi quelque chose en particulier? Bah tu veux que je commence par quoi? Par l'entraînement? C'est peut-être le plus simple parce que ça va pas être très très long. En fait, du coup comme je t'ai dit, donc je suis cycliste dans la vie de tous les jours. Donc je roule on va dire entre 300 et 500 km par semaine. Donc en vrai j'étais déjà bien entraîné pour ça et puis j'avais en vrai l'habitude de faire des longues sorties le week-end déjà de 150 ou 200 km. Donc en vrai j'ai pas suivi d'entraînement particulier on va dire pour partir. Je savais que j'avais la caisse donc je me suis dit autant en profiter pour le faire quoi. Et puis après pour l'itinéraire, donc moi j'étais tombé sur une vidéo de Wiebke, je sais pas si tu connais, c'est une Allemande qui fait du bikepacking, qui est elle partie depuis Hambourg. Et donc du coup elle a fait, elle est montée comme moi jusqu'au nord du Danemark. Et puis ensuite elle a pris le bateau donc du coup pour rejoindre Bergen. En fait moi pour tout te dire, au départ j'ai pas tellement plus prévu que ça. Je savais en fait que j'avais en gros entre 3500 et 5000 km, donc depuis Strasbourg jusqu'au Cap Nord. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que quand je pars sur la vidéo, du coup sur le film que j'ai fait, je dis on va traverser l'Allemagne et après les Pays-Bas. Alors que finalement, en fait, après l'Allemagne, c'est directement le Danemark, quoi. Donc c'est pour te dire un peu que, en vrai, j'avais pas vraiment plus une idée que ça de l'itinéraire. Et après voilà, il existe des routes qui s'appellent les Eurovélos qui traversent toute l'Europe.
Et donc du coup, je me suis principalement basé sur ça, enfin surtout en Norvège, parce que donc du coup, tu as toute cette côte voilà, qui remonte avec des ferries à chaque fois que tu prends pour traverser les fjords, pour pas oublier de faire tout le tour. Et alors peut-être que pour ceux qui connaissent pas, est-ce que comment ça marche les Eurovélos? Est-ce que tu suis des panneaux? Est-ce que tu suis un point GPS? Alors, t'as des panneaux, ouais, mais moi du coup j'utilise un GPS pour le vélo. Et tout simplement, tu télécharges la trace GPX. Donc la trace GPX, c'est une trace que tu peux mettre sur ton GPS. Et après, tu la suis tout simplement. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour s'orienter. Mais après, oui, généralement, il y a des panneaux le long des pistes cyclables. D'accord. Sachant que c'est pas exclusivement des pistes cyclables, des fois tu as aussi des portions avec des routes, donc partagées avec les voitures, et des fois tu as aussi des chemins un peu plus de terre, ça dépend des portions. D'accord. Bon, bah, écoute, merci pour tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans l'expérience de la route, parce que voilà, il y a une phase où tu t'es préparé, puis là, c'est le jour J, faut que t'attaques, t'as dit à tout le monde, à tous tes copains que t'y allais, donc plus de retour en arrière. Et donc, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire une journée type? Comment ça se passe au point de vue de l'effort J'essayais de me lever le plus tôt possible. Donc, c'était aux alentours de 6h, 7h au plus tard. Bon, des fois, quand tu finis la journée beaucoup plus tard que prévu, du coup, tu dors un peu plus. Donc, voilà. Mais on va dire généralement, c'était aux alentours de... Le réveil était aux alentours de 6-7 heures. Et donc du coup, je mets à peu près 1 heure le matin pour me préparer. Donc je dormais en tente. Donc pour défaire la tente, dégonfler le matelas, ranger les sacoches. Je mangeais généralement des princes dans du café pour partir. Jamais essayé encore. Dans du lait, mais jamais au café. Ouais. Ou alors, ça c'est la petite astuce, c'est les Bixit en Norvège. Ils ont des biscuits qui s'appellent les Bixit. C'est incroyable, vraiment. Moi, je conseille, toi, tu y passeras, donc je te conseille d'en acheter. C'est incroyable, c'est trop bon. C'est des espèces de biscuits digestifs, tu sais, un peu que tu manges normalement avec le café, avec des céréales. C'est un petit peu sucré, c'est un petit goût de spéculoos, mais c'est pas trop fort. Enfin, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Et c'est bourré de bons macronutriments avec un bon équilibre de céréales, de glucides et tout. Donc, je mangeais parfois ça aussi le matin. Moi, j'ai ça tous les jours, tout le temps, chaque heure. Ouais, je mangeais, pour te dire, sans rentrer trop dans les détails, en gros, le paquet, il fait 300 grammes et c'est 500 calories les 100 grammes à peu près. Donc, du coup, ça fait 1500 calories le paquet et j'en mangeais au moins un par jour, juste de ça, quoi. Et des fois, 1,5, tu vois. Donc, c'est pour te dire comme quoi je carburais pas mal au Bixit pendant la journée. Et donc du coup, j'essayais en fait de rouler le plus le matin parce que moi, c'est là où je suis le plus efficace et le plus en forme. Souvent, après la pause de midi, je suis un peu plus fatigué, j'ai un petit peu plus de mal à reprendre. Donc, j'essayais de faire, on va dire, 2 tiers le matin et garder qu'un seul tiers à l'après-midi. Même si, encore une fois, c'est dans l'idéal, quoi. On va dire que je faisais un peu comme je pouvais. Est-ce que tu prenais des grandes pauses à midi ou tu faisais une sieste Grande pause, pas forcément, on va dire une petite heure ou 45 minutes. Je m'arrêtais en fait dans des supermarchés. Alors en Allemagne et au Danemark, il y avait encore des boulangeries. Donc je m'arrêtais manger un sandwich tout simplement. Mais en Norvège, c'était beaucoup plus dur et midi, je m'arrêtais dans des supermarchés et souvent j'achetais du pain. Et je mangeais ça avec par exemple une boîte de maquereaux ou des sardines à la sauce tomate. Et puis même des fois de la mayonnaise carrément. Enfin, en fait, j'étais pas très compliqué. Quand tu roules le matin et que t'as faim le midi, en vrai, tu manges un peu n'importe quoi, un peu ce que tu trouves. Donc c'est pas difficile. Et tu avais une autonomie. Combien de temps tu pouvais avoir de la nourriture à vélo? Alors je vérifiais à chaque fois donc la veille pour le lendemain si je croisais des supermarchés, mais c'était toujours le cas. Tous les jours, j'ai au moins croisé un supermarché, donc j'avais seulement de l'autonomie pour une journée. Même en Norvège? Ouais, même en Norvège. Après, moi, je faisais en gros entre 150 et 200 km par jour. C'est ça qui est impressionnant, les amis. Ça aide un petit peu du coup à... du coup, t'es pas obligé quoi, de faire trop de réserves sur le vélo.
Donc, ah ouais, tu mangeais, puis l'après-midi encore quelques heures. Ouais, bah l'après-midi, je roulais un peu plus tranquillement. Des fois, je faisais un peu plus de pause, une petite sieste de temps en temps à 15 heures pour récupérer. Et puis, bah le soir, quand je sentais que j'étais un peu fatigué ou que j'avais fait ma journée, quoi, je commençais à chercher un lieu pour poser la tente, tout simplement. Donc juste, je roulais et puis je regardais où est-ce que je pourrais me poser ou quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé de dormir chez des gens? Alors, il m'est arrivé une fois de dormir dans le jardin chez des Norvégiens. Parce qu'en fait, justement, c'était une fin de journée, j'étais assez fatigué et je trouvais pas d'endroit où dormir. Et donc, du coup, je suis remonté. J'ai demandé de l'eau à une maison. Donc, du coup, ils m'ont donné de l'eau. Et je leur ai demandé si par hasard, je pouvais pas poser la tente dans leur jardin juste pour dormir. Et du coup, ils m'ont accepté et puis j'ai pu passer la nuit ici, quoi. Impeccable. Elle m'a même proposé la douche aussi. Donc ça a fait du bien, ouais. Après 3 semaines. Ah, c'est pas loin, non, je rigole, mais en Norvège, les campings sont assez chers. Et c'est pas forcément la même culture du camping comme en France. Donc souvent les emplacements c'est pas terrible, c'est des fois juste du gravier, donc pour poser la tente c'est un peu chiant. Donc du coup les douches ouais, c'était plus tous les 3-4 jours que tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça fait du bien. En tous les cas, on fait comme on peut. Hein, et puis, Bah c'est ça, voilà. il n'y avait pas grand monde. Il y avait personne pour me sentir. Mm. Excellent. Ok. Bon, bah, sacrée expérience. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grande galère? La plus grosse galère que tu as eue pendant ton périple J'en ai eu pas mal des galères, mais la plus grosse c'était une fin de journée. Je montais un col en fait en Norvège et je sens que ma chaîne elle commence à sauter en fait sur la cassette d'abord. Enfin moi je pensais que c'était la cassette et en fait du coup ça sautait et en fait carrément à un moment genre je pouvais plus monter quoi parce que juste quand je pédalais ça sautait. Et donc là j'étais en fin de journée dans un endroit assez paumé. Donc du coup bah je pouvais plus avancer donc j'ai commencé à pousser le vélo bah, pour monter et à essayer de faire du stop. Et en fait il y a un pick-up qui est arrivé pas trop de temps après. Je me suis mis au milieu de la route comme ça pour l'arrêter parce qu'en fait du coup il fallait une voiture qui soit assez grande pour mettre le vélo quoi. Donc du coup on a pu mettre le vélo dans la benne du pick-up. Tu t'es vraiment arrêté quoi. Le gars il a pas cherché à t'éviter, il s'est dit bon. Il a vu que j'étais en galère, tu vois, je lui ai vraiment fait un gros signe quoi. Il a été sympa et en gros il m'a laissé du coup à la prochaine gare de bateau. Et du coup le lendemain j'ai pu me rendre à Tromsø. Et je suis allé dans un magasin de vélo et en fait il a essayé de... Enfin du coup moi au début je pensais que c'était la chaîne qui sautait. En fait il s'est avéré que c'était la roue libre qui était cassée du coup à l'intérieur. Donc la roue libre pour ceux qui connaissent pas trop, c'est la pièce qui permet en gros à la cassette de tourner, à la roue arrière de tourner en gros quand on pédale pas, sans que les pédales tournent en même temps. Et en fait cette pièce là était cassée. Du coup en fait il y avait plus de traction sur la roue. Et donc du coup la roue pouvait plus avancer et ils n'avaient pas les pièces pour réparer. Donc du coup j'ai dû en fait si je voulais continuer j'ai dû acheter une nouvelle roue. Et Ah ouais. Qui était pas prévu forcément au budget au début en plus. mon ancienne roue c'est une roue Mavic qui coûtait un petit peu d'argent quand même, donc je pouvais pas la laisser comme ça. Donc du coup j'ai dû trouver une solution pour la récupérer à la fin de mon voyage. Donc c'était ouais, une belle galère. Une belle escapade. Ah ouais, tu m'étonnes. Incroyable. Wow. Et alors maintenant, bon, comme on était au pire, quel était ton plus beau souvenir durant cette traversée? Pareil, il y en a eu beaucoup. Cette traversée, c'était vraiment des montagnes russes en termes d'émotions. Vraiment, des fois, même sur la même journée, on passait du plus haut au plus bas avec les galères et tout. Mais je pense que en tout cas, moi, le plus beau souvenir que je garde, c'est la traversée d'une île. Enfin, c'est pas vraiment une île, mais en gros, c'était du coup après avoir pris le bateau, j'arrive en fait sur une portion, donc du coup après un fjord magnifique. En fait, c'était toute la journée avait été vraiment difficile. Il avait plu, il faisait froid, etc. Et je suis arrivé sur cette espèce d'île en fait. Enfin, pour moi, c'était une île, mais c'est pas vraiment une île quoi. Et c'était vraiment magnifique. Il y avait une ambiance qui régnait.
un verre hyper luxuriant. Je me rappelle sur la gauche, il y avait un grand lac avec des cascades qui tombaient de la roche. Et, et ouais, en fait, malgré la pluie, malgré le froid, tout ça, et ben, j'étais vraiment connecté au... C'est très cliché, mais j'étais vraiment connecté au moment présent et je me sentais vraiment fort alors que pourtant j'étais dans des conditions qui étaient terribles. Ouais. Et du coup, en arrivant le soir, j'ai pu me dormir dans une cabine d'attente de bateau. Donc du coup, au chaud, au sec, j'ai pu faire sécher mes affaires, etc. Donc on va dire que par rapport au début de la... Ouais, par rapport au début de la journée, on va dire le contraste avec la fin, il était assez incroyable. Ouais, tu passes aux extrêmes. Et est-ce que par exemple, il t'arrive durant ces moments où, bah là tu le disais que tu te reconnectais à l'instant présent, de te dire, qui peut faire ça quoi comment c'est possible par soi-même d'arriver jusque là, enfin se dire pourquoi je fais ça alors que j'aurais pu très bien rester chez moi au chaud. Je pense que tout le monde peut le faire en fait. Je pense que il faut pas sous-estimer les capacités qu'on a vraiment à s'adapter à de nouveaux environnements. Et je pense que faut que ça se fasse progressivement en fait. Et en fait, quand on fait un voyage à vélo, moi justement, ce que j'aime, c'est le retour à la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement dans des galères que des choses toutes simples, ça nous remplit de joie, quoi, tout simplement, et on n'a pas besoin de plus. C'est-à-dire que juste dormir au chaud dans une cabine d'attente le soir, bah, ça revient à dormir dans un hôtel avec la piscine, etc. Parce que tu as passé la journée à avoir un peu froid et donc du coup tu revis le soir, même en mangeant après avoir fait un effort, tu as faim. Enfin, en fait, je trouve que tu profites beaucoup plus des choses simples. Incroyable. Je pense que c'est une bonne leçon au bonheur, simplement. Il faut le vivre. Est-ce que maintenant tu pourrais un peu nous raconter la solitude, le fait d'être pendant un mois à vélo, sans voir grand monde à part la boulangère ou rentrer dans un carrefour pour manger des Big Seats. Comment ça s'est passé? Bah, moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que, alors de base, je suis quelqu'un, j'ai pas forcément de mal avec la solitude, même si, voilà, comme tout le monde, j'aime pas quand c'est prolongé. On est quand même des êtres sociaux. Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, ça s'est bien goupillé parce que j'ai eu plusieurs fois des rencontres avec des gens, que ce soit le plus souvent du coup d'autres cyclistes, avec lesquels j'ai pu partager une ou deux journées, voire 3 journées avec un Allemand. Et en fait, c'était super bien rythmé, c'est-à-dire que j'avais souvent 2, 3, 4 jours. Et ensuite, je faisais la rencontre de quelqu'un avec qui on roulait pendant un jour ou deux. Et après, forcément, nos routes se séparaient ou alors on avait un rythme qui était différent. Et donc, du coup, pareil, pendant 2-3 jours, j'étais de nouveau seul. Et puis après, je retombais sur quelqu'un. Et donc, du coup, comme ça, j'ai pu en gros, voilà, avoir le meilleur des deux mondes, entre guillemets, parce que je trouve que c'est bien d'être seul, mais en même temps, c'est bien aussi de pouvoir partager. Et ce qui est cool, c'est que justement, quand on part seul, on peut choisir en fait de partager des moments avec les gens qu'on rencontre, ou bien si on a envie juste de tracer et de faire sa route tout seul, on peut continuer là où quand on part avec quelqu'un, on est forcément relié à la personne, donc voilà, on peut pas comme ça dire à la personne non, moi ce soir je continue à rouler, alors que toi tu es fatigué et tu veux te poser quoi. Et puis je vois bien ce choix de si t'es seul, tu peux être seul. Et si je vois des gens, c'est même plus simple. Il y a quelque chose qui se facilite. Tu obtiens plus leur regard, leur attention. Tu vois un gars avec son vélo, des sacoches, là, il est au bout de sa vie. Ouais, d'accord. Ouais, complètement. Et puis surtout, quand tu ressens vraiment ce truc-là d'être seul, t'es beaucoup plus poussé en fait à aller vers les autres et c'est beaucoup plus facile d'entamer la conversation que dans nos vies de tous les jours où on est très bien entouré souvent de ses amis ou de ses collègues de travail et donc du coup on n'est pas forcément poussé à aller parler à d'autres gens quoi. Alors, je me demandais comment tu faisais au niveau des batteries, comment tu rechargeais ton téléphone, ta caméra, puisque pour ceux qui ne savent pas, Manoa a tourné un film
de son expédition et donc je mettrai bien évidemment le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Même tu avais un GPS, enfin voilà, raconte-nous. Alors j'avais une batterie externe de 10 000 mAh, donc c'est l'équivalent en gros de 3 recharges de téléphone, plutôt 2 maintenant que les téléphones ont des grosses batteries. Et en fait c'est une batterie qui était compatible avec la charge rapide, et j'avais donc du coup aussi un chargeur qui était compatible avec la charge rapide. Donc ce que je faisais, c'était souvent le midi quand je m'arrêtais au supermarché, je demandais simplement à la dame ou le monsieur au comptoir si je pouvais brancher mes appareils. Et donc du coup j'avais 2 sorties sur ma prise. Donc je mettais une sortie donc pour la batterie externe et l'autre sortie souvent pour le GPS par exemple. Donc du coup après quand je repartais, j'avais la batterie qui était souvent rechargée et le GPS si j'avais jamais de problème parce que il tenait très bien la batterie. Et pareil, donc du coup en Norvège, quand on fait la côte ouest, on passe beaucoup de fjords, donc en bateau. Les fjords, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est quand la mer s'engouffre dans les terres. Et donc du coup, pour éviter de faire tout le tour et repartir, il y a des bateaux en gros qui font la traversée de fjord en fjord. Et donc du coup, on en prend beaucoup quand on traverse la Norvège en vélo par la côte ouest. Et pareil, sur ces bateaux, il y a l'électricité, donc tu peux aussi brancher ta prise et puis charger tout simplement tes batteries et ton téléphone par exemple. Et puis, tu n'utilisais pas beaucoup ton téléphone. Enfin, Ouais, c'est ça, oui, forcément, on a une utilisation qui est beaucoup plus réduite. Donc, mais même, voilà, du coup, moi j'avais une GoPro pour filmer mes aventures. Franchement, il n'y a pas de peur ou de crainte à avoir par rapport à ça parce que vraiment, on trouve facilement des endroits pour recharger les batteries. D'accord. Sachant que si je peux faire une petite parenthèse, il existe aussi des moyeux dynamo. C'est en gros le moyeu de la roue avant qui en la roue du coup en tournant crée l'électricité. Donc du coup on peut aussi recharger sa batterie externe en roulant comme ça. Mais comme dit moi, comme la Norvège c'est une zone qui est pas reculée, je trouvais assez de prise on va dire pour me passer de cet outil là. Et puis je crois que l'installation est quand même assez compliquée. Ouais. Ouais, et puis il peut y avoir des défaillances aussi avec, j'imagine avec l'eau, etc. Donc moi je trouve que plus c'est simple, mieux c'est. Je préfère ne pas m'embêter quand c'est pas nécessaire. D'accord. Bon, écoute. Et est-ce que tu pourrais un peu nous dire, je pense que quand on dit aux gens, on leur parle de la Norvège, ils pensent directement au fjord, au Lofoten. Ouais. Est-ce que tu as pu les visiter? Qu'est-ce que tu en as pensé? Des îles Lofoten? Ouais. C'est très beau, franchement il n'y a pas à dire, c'est sûr que c'est sûrement un des plus beaux passages du voyage. Mais tu vois, moi je trouve que quand un lieu est beau, quand il y a trop de monde sur ce lieu, le lieu perd en beauté en fait. Je trouve que ça gâche beaucoup l'expérience. Et donc du coup, j'ai préféré d'autres portions de la Norvège qui étaient peut-être un peu moins belles visuellement, mais qui restaient tout de même magnifiques. Et où du coup il y avait personne, donc vraiment tu profites vraiment pleinement en fait du paysage. Là où par exemple aux îles Lofoten, je pense que tu imagines bien que dès 10-11 heures, tu te fais doubler souvent par des voitures, des camping-cars, etc. Tu as le bruit du trafic qui est derrière toi, donc c'est beaucoup moins agréable. Après forcément c'est sûr que c'est un passage qui est incontournable quand on traverse la Norvège par cette côte ouest. Mais voilà, pour moi, c'était pas un coup de cœur comme je l'espérais. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous raconter la sensation une fois que tu arrives à la finalité de l'expédition, une fois que tu vois le grand globe du Cap Nord, est-ce que tu repenses à tout? Est-ce que tu t'exultes de joie? Comment ça se passe? Ouais, c'est assez puissant, surtout que les derniers dizaines de kilomètres pour rejoindre le Cap Nord, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de montées et de dénivelés qui s'enchaînent. Donc tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. Tu as aussi le fameux passage sous la mer via le tunnel qui est pas mal redouté, mais en vrai, il est pas si terrible que ça. Et ouais, quand tu commences à apercevoir le globe, tu te dis putain, c'est la fin quoi. Alors t'as roulé pendant 4000 km pour arriver ici.
Et moi, j'ai eu la chance, j'ai eu d'excellentes conditions météo sur la fin. Donc c'était grand soleil. Je suis arrivé au Cap Nord en t-shirt, enfin en maillot court. Et puis c'était en plus la journée la plus longue où le soleil était le plus haut dans le ciel. Donc il faisait jour. Je suis resté peut-être 2 heures comme ça au globe à observer parce que du coup tu vois les falaises qui se jettent dans la mer. Et tu te dis là t'es presque au bout du monde quoi. T'as le pôle Nord qui est au loin. Et puis t'as fait tout ça à la force de tes jambes. Donc ouais c'est assez incroyable comme sensation. Putain, bah écoute, en tout cas, bravo, hein. Franchement, il y a peu de gens qui sont arrivés jusque-là, donc c'est merveilleux. Bah il y a peu de gens même, mais en même temps je trouve que c'est une aventure qui est accessible parce que finalement je veux dire on roule sur la route donc on n'est jamais trop loin de la civilisation et puis peu importe en fait le temps qu'on met pour y aller. Bah, on y arrivera, quoi. C'est juste, certains donc moi j'ai mis 27 jours, mais certains peuvent mettre 1 mois et demi, voire 2 mois en faisant un peu moins. Et puis finalement, on fait la même aventure, quoi. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense, même si évidemment 4000 km pour quelqu'un qui a pas forcément fait de vélo dans sa vie, ça peut paraître beaucoup, mais tout vient avec un peu d'entraînement, ouais. C'est intéressant cette idée, ouais. De se dire que ça peut, peut-être que même dans le temps, ça va se démocratiser. Et que, Bah, il y a de plus en plus de monde en vrai qui prend la route et de tout type, hein, comme des jeunes, comme moi, comme des personnes un peu plus âgées. Moi, j'ai même rencontré une dame qui avait 70 ans pour dire, donc voilà, tout le monde. Moi, je pense vraiment que tout le monde peut le faire, ouais. trop bien. Oh, bah écoute, tu vas sûrement avoir raison. Ouais. Faut avoir le temps après, faut avoir le temps et l'envie, mais faut pas se bloquer juste par rapport à la distance et par rapport à la difficulté qu'il peut y avoir, quoi. C'est ça, l'idée qu'on peut en avoir n'est pas forcément la bonne. Faut pas se dire que c'est impossible. Ouais. Après avoir fait tout ça, après avoir fait tout ce périple, est-ce que et après avoir passé de nombreuses heures à rouler et donc avoir eu le temps de réfléchir, j'imagine beaucoup de temps d'introspection, est-ce que tu as appris des choses sur toi-même comme est-ce que tu pensais déjà de base que tu allais pouvoir aller jusqu'au bout, être endurant, à apprendre à affronter je sais pas, les conditions météo? Bah, physiquement, je me sentais capable déjà dès le début de faire tout ce chemin. C'est plus mentalement, je me posais quand même des questions à savoir si j'étais vraiment motivé et si si je pouvais faire rouler tous les jours comme ça pendant près d'1 mois pour arriver à une destination. Et il y a forcément eu des moments de doute pendant le voyage où on a envie d'arrêter, surtout quand on a des galères. Et qu'on est à côté d'un aéroport par exemple, mais En 2 heures, je suis chez moi. comment? En 2 heures, je suis chez moi. Alors... Bah c'est ça, alors que voilà, en plus tu dois repayer une roue pour finir. Mais ouais, en vrai finalement tu te dis que t'as fait tout ce chemin pour rien et en fait tu le prends par étapes, donc finalement ça avance, quoi. Tu fais des étapes de 2-3 jours, après tu te dis je vais à la prochaine étape et donc du coup comme ça d'étape en étape tu arrives finalement au bout. Et pour revenir à ta question, moi je pense que cette aventure elle m'a apporté quand même pas mal de confiance en moi par rapport à mes capacités du coup à pouvoir arriver au bout de gros projets comme ça, sachant que quand je faisais des aventures plus courtes sur une semaine, je me disais au bout d'une semaine, putain, je suis content de rentrer chez moi. Donc, je me disais, est-ce que vraiment je pouvais tenir 27 jours, tu vois? Et finalement, oui. Moi, je trouve c'est très psychologique en fait. Quand tu pars pendant 1 mois, les premiers jours, les 2 premières semaines, elles passent comme ça parce que tu sais que l'objectif, il est tellement loin que tu peux pas penser à la fin du truc. Là où quand tu pars juste sur 2 semaines, enfin sur 2-3 jours ou une semaine, bah dès que tu arrives à la moitié, tu sais que dans 3 jours tu seras chez toi. Du coup, tu recommences à penser à ce que tu vas faire quand tu vas rentrer, etc. Donc pouvoir partir comme ça sur 1 mois, c'est vraiment autre chose et ça permet, ouais, comme tu dis, vraiment bien de réfléchir à ce que tu veux dans la vie. Et moi, j'en ai vraiment beaucoup profité juste comme ça parce que je trouve vraiment que cette vie où on simplifie au maximum tout, où en fait notre vie se résume juste à
bah, rouler jusque la prochaine destination où on va dormir, et puis manger, et puis dormir, bah, c'est une vie qui est beaucoup plus simple et moi enfin, dans laquelle je prends beaucoup de plaisir tout simplement. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Bah, c'est ça, ouais. Enfin bon, quand même, je pense qu'au bout d'un mois, t'étais quand même content de retrouver quelques conforts. Évidemment, on est content de retrouver le confort, de pouvoir manger à nouveau des choses cuisinées parce que donc du coup avec le réchaud, tu peux pas forcément manger bah, comme tu voudrais, même si comme dit sur le moment, t'es tellement content de manger que tout passe comme au restaurant. Est-ce que par hasard, tu te rappellerais du premier plat que t'as mangé après l'expédition, tu vois, un peu pour te féliciter de... Ouais, alors attends, je réfléchis parce que c'est pas. Je pense que ça a été une pizza parce que souvent ce que je fais c'est que quand je rentre chez moi dans mon village, je mange toujours une pizza parce que c'est la meilleure pizza je trouve du monde. En Alsace. Comment? En Alsace. Non, je suis pas Tu te objectif. fais des ennemis mais- italiens là. Mais personnellement, c'est la pizza que je préfère manger quand ça fait longtemps que j'ai pas mangé de bons plats quoi. C'est original. Vraiment, je m'attendais pas à ça, tu sais. Je m'attendais à une bonne entrecôte et tout. Ah bah ouais, bah. Ouais, non, Écoute, j'adore les pizzas, franchement, c'est mon truc. Aïe, aïe, aïe. Et c'est de l'Alsace. À ce qui paraît, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Bah, nickel. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous les gens qui nous écoutent peu importe, je te laisse la question assez large. Bah, c'est toujours un peu ce que je dis et ce que j'ai déjà dit. Moi, je pense il faut pas avoir peur de se lancer quand on veut faire quelque chose. Il faut se préparer un minimum, évidemment, parce que ce serait un peu suicidaire quand même de se lancer comme ça, voilà, avec n'importe quoi. Mais je pense il y a un moment, voilà, quand on connaît un petit peu et quand on s'est un petit peu préparé, il faut pas non plus trop se préparer. Il faut juste y aller. Faire le truc au jour le jour, sachant qu'en vrai des imprévus il y en aura toujours, peu importe à quel point on prévoit le voyage, il y aura toujours des imprévus qui vont faire que ça peut prendre une tournure qui est complètement différente. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas trop réfléchir et puis se lancer et puis faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi, c'est le plus important. Et passer à l'action. Ok. Exactement. On va écouter. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant? Acheter un vélo puis aller jusqu'au Cap d'Or. Bon, l'humain il veut toujours plus. Quand on a fait 10 km, on veut faire un semi-marathon puis un marathon. Ouais. Donc tu t'es lancé dans ce projet du Cap Nord. Est-ce que tu as des projets futurs de ce type-là? Bah j'ai pas de date définie ou quoi, mais forcément oui il y a des traversées plus ambitieuses qui me font envie. Comme par exemple, bon ça je pense que ce sera sûrement le plus gros projet de ma vie, je sais pas si je le ferai un jour, quand je le ferai, mais j'aimerais potentiellement traverser toute l'Amérique du nord au sud ou du sud vers le nord en partant du coup depuis par exemple le sud de l'Amérique du Sud jusqu'à remonter au Canada vers l'Alaska potentiellement, ouais, mais comme dit c'est un projet qui est tellement énorme que je me rends pas forcément compte. Peut-être que je ferais juste une traversée des États-Unis, par exemple, tu vois, de la frontière du Mexique jusqu'au Canada, ce serait déjà pas mal, mais c'est le genre d'aventure qui me fait rêver, ouais. Ouais. D'accord. C'est vrai que c'est un pays avec beaucoup de panoramas différents, Pas diversifié. Moi, j'aime quand même pas mal quand il y a du dénivelé. Typiquement, une traversée de l'Afrique, ça me plairait quand même moins parce que c'est beaucoup plus monotone, même si les côtes sont aussi assez verdoyantes. Je veux dire, le centre du pays, c'est quand même relativement souvent du désert. Et moi, j'aime quand même quand il y a de la diversité et quand il y a du dénivelé. Ouais. Après, je pense que traverser un désert à vélo, là, t'as de la diversité, là, ça change. Oui, c'est sûr. Peut-être quand j'aurai tout fini, je m'attaquerai à l'Afrique, mais c'est pas le projet, le prochain projet, on va dire. Peut-être un tour du monde? Peut-être, on sait pas. C'est vrai que partir vers l'est, vers l'Asie, ça peut être sympa. Après, c'est un peu compliqué en ce moment avec la situation géopolitique.
Même si je pense qu'il y a toujours moyen de prendre l'avion pour sauter un pays ou deux et puis continuer comme ça, mais ouais, c'est une idée qui est pas impossible, on va dire. Et en collaboration avec We Meet en Europe, c'est ce que tu disais, non? Exactement. Bah, là, je te laisse t'entraîner sur ton tour d'Europe. Et puis après, quand tu seras un peu plus en forme, on partira pour le tour du monde. On verra bien. Déjà, faut que je me trouve en vélo et puis, on en parlera. Et puis tout le matériel qui va avec, parce que mine de rien, c'est quand même un sport qui coûte assez cher. Donc, faut en avoir conscience et c'est quand même une chance de pouvoir faire du vélo. Bien sûr. Complètement. Voyager de manière légère un peu partout. Là, j'ai fait mon budget et j'ai vu que ça coûte. C'est ça. Après, quand on compare par rapport à des vacances classiques dans des hôtels, même si de base l'investissement sur le vélo est important, finalement, ça revient peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait les calculs, mais ça revient peut-être à peu près pareil, quoi. Et puis le vélo, après, on le garde et puis on fait des expériences, je trouve, qui sont quand même plus puissantes quand on met son corps comme ça à rude épreuve, même si c'est important aussi de se prélasser des fois et juste de profiter en bien mangeant et puis en bronzant, ouais. Et puis même, son à vélo, tu vois, je me dis, tu peux très bien prendre un vélo lambda, y mettre un petit, je sais pas les mots, juste y mettre un porte-bagages, quelques sacoches, qui tire pas très vite, mais finalement, un vélo, on peut, je pense, partir avec tout budget. Mais carrément, c'est ça. Et puis, chacun fait comme il veut, quoi. Si on a envie même de dormir chez l'habitant ou de dormir dans des auberges de jeunesse, par exemple, et de pas s'embêter à prendre une tente et puis un sac de couchage, etc. Comme tu dis, on peut partir avec un simple vélo, 1 ou 2 changes d'habits, et puis comme ça, on peut partir une semaine, voire plus, pour découvrir de nouveaux horizons. Bon bah écoute, Kamanoa, je pense que on arrive à la fin de cette interview, si on peut l'appeler comme ça. N'hésitez pas à aller voir son film, qui vraiment retrace une grande expédition à vélo. On voit les moments les plus hauts, les plus bas, on voit quelques épreuves que tu as traversées. Qu'est-ce que je peux ajouter? Comment ça marche? Comment tu dis à la fin? Abonnez-vous à Wimit, simplement. Suivez ses aventures parce qu'il se lance dans un gros projet. Il va bien documenter ça, j'imagine. Donc, on va essayer. Pour tous ceux qui sont intéressés, je pense, pour partir comme ça, je pense que c'est un bon point de départ pour apprendre et puis pour voir un peu comment font les autres. C'est toujours sympa de pouvoir s'inspirer. Attends, et normalement, c'est plutôt à moi de te remercier que l'inverse. Hein. Ça va dans les deux sens. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Et puis, c'est la fin de ce We Meet Talk. À la prochaine pour une nouvelle interview.